questions parce qu'on est un petit peu pris par le temps. J'invite Anaïs Guillou à venir nous parler du GIE Wakaf. Merci. Alors, donc, Anaïs Guillou, je suis de l'IPIECA, donc l'Association mondiale de l'industrie pétrolière et gazière pour l'amélioration des performances environnementales et sociales. Et donc, je suis chef de projet du projet de GIE Wakaf, qui est donc une collaboration du secteur public, donc l'OMI, et de l'IPIECA, secteur privé. Et mes slides sont là. Donc, tout d'abord, je vais remettre un petit peu le contexte autour du GIE Wakaf. Donc, le GIE Wakaf, c'est Global Initiative for West and Central and Southern Africa, en français, Initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe. Donc, je vais recontextualiser un petit peu cette initiative, faire un zoom sur la région qu'on appelle la région Wakaf, et après rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de ce projet de coopération technique et finir, si le temps le permet, par des exemples d'activités. Donc, l'initiative mondiale, GI, a été lancée en Afrique du Sud en 1996. C'est un programme dans le cadre duquel donc l'IPIECA et l'OMI souhaitent travailler ensemble pour encourager et faciliter le renforcement de la préparation et des capacités de lutte en cas de déversement d'hydrocarbures. Et ce travail se fait conformément aux dispositions de la Convention OPRC 90, dont on a beaucoup entendu parler depuis ce matin. Cette convention fait la promotion de la coopération entre les gouvernements et l'industrie. Donc, le projet de GIE Wakaf, donc, à la suite de plusieurs missions techniques dans la région de l'Afrique occidentale, centrale et australe, l'OMI et l'IPIECA ont reconnu l'intérêt d'avoir une approche régionale, planifiée et financée. C'est donc dans ce contexte que le GIE Wakaf a été lancé en 2006, donc dans cette volonté d'accompagner 22 pays de la région dans le renforcement de leur préparation et de leur capacité de lutte contre les déversements d'hydrocarbures. Donc, le projet de GIE Wakaf est financé et supporté par l'OMI et par l'IPIECA. Et au travers de l'IPIECA, c'est 6 compagnies pétrolières qui sont membres du projet et qui soutiennent financièrement le projet au travers d'une cotisation annuelle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est 22 pays, donc de la Mauritanie à l'Afrique du Sud, en incluant les îles de Sao Tomé et Principe et de Cap-Vert. 22 pays, 15 000 km de côte, donc on est quand même sur une région assez vaste. Et la région Wakaf est quand même depuis très longtemps une zone pétrolifère dynamique. L'exploitation pétrolière remonte à la fin des années 50, et depuis ces 20 dernières années, vous le savez, le golfe de Guinée a connu une croissance importante des activités pétrole et gaz. Le Gabon, le Nigeria et l'Angola ont fait partie des premiers pays producteurs. Et bien que les activités pétrolières ont été vraiment concentrées dans le golfe de Guinée, ces dernières années, on voit un élargissement des zones géographiques concernées par l'activité d'exploration-production, avec notamment la découverte de gisements importants ces dernières années dans le bassin donc Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, mais aussi plus récemment en Namibie et en Afrique du Sud. Par ailleurs, toutes les nouvelles techniques d'exploitation et le fait de pouvoir exploiter des hydrocarbures non conventionnels ont aussi contribué énormément à l'élargissement des zones géographiques concernées par l'exploration et la production pétrolière et gazière. À cela, on ajoute dans la région un trafic maritime assez important. Donc déjà, la région exporte plus de 50% du pétrole produit. Donc ça veut dire qu'en plus des activités d'exploration de production, on a tout ce qui concerne le chargement, le déchargement et le transport maritime de ce pétrole. Après, il y a un fort trafic maritime parce que finalement, tout le commerce international de l'Afrique vers et depuis l'Afrique se fait notamment essentiellement à travers la navigation. Donc on a une activité portuaire aussi très importante. Donc forcément, comme partout ailleurs dans le monde, à partir du moment où il y a de l'exploitation, de la production, du transport de pétrole et aussi un trafic maritime important, il y a forcément un risque de déversement.
Et donc, du coup, chaque pays de la zone WACAF est sujet et peut subir les conséquences en fait, d'un déversement par hydrocarbures, qu'il se produise dans sa juridiction ou dans le pays voisin. Dans ce contexte, le renforcement des capacités de ces pays a toute son importance. De la ratification et de la mise en œuvre des instruments de l'OMI, en passant par la promotion des bonnes pratiques en matière de préparation et de réponse au déversement, les domaines de travail sont nombreux. Donc le projet GI WACAF dans tout ça, donc comme je l'ai dit, c'est un projet de coopération technique entre le secteur privé et le secteur public. Pour un appui long terme des 22 pays que nous accompagnons, le GI WACAF adopte une approche en 3 étapes qui, selon nous, permet de développer un système national efficace de préparation et de lutte contre les déversements d'hydrocarbures. La première étape consiste à établir un cadre législatif et réglementaire. Donc c'est là un peu la base d'un système national de préparation et de lutte efficace. La deuxième étape va être d'encourager les pays à mettre en place les politiques, les procédures et tous les outils pour appliquer ce cadre législatif. Et enfin, la dernière étape concerne plus les aspects de coopération, coopération transfrontalière, mise en place de procédures pour faciliter l'aide internationale et l'assistance. Cette approche profite tant à l'industrie qu'aux différents pays. D'un côté, les pays renforcent leur capacité de préparation à la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, et de l'autre côté, l'industrie, quant à elle, bénéficie de l'amélioration du cadre législatif, et donc ce qui va réduire en fait les incertitudes en matière de réglementation, et ça va accroître la coopération avec les parties prenantes nationales. Donc, un accompagnement technique. Vous vous en doutez, les pays que nous accompagnons, bien que faisant face aux mêmes challenges, n'ont pas du tout les mêmes besoins en termes d'accompagnement. Nous sommes en lien avec les autorités nationales pour vraiment s'adapter constamment aux différents besoins de chacun de nos pays. Et d'année en année, le programme GI WACAF s'est diversifié en termes d'activités proposées et surtout s'est aussi diversifié en termes d'approches proposées selon les pays. Pour atteindre notre objectif, donc, nous pouvons compter sur un réseau solide. Donc, nous avons un réseau de points focaux dans les gouvernements des différents pays. Nous avons des points focaux au niveau de l'industrie. Nous avons un très fort réseau de partenaires techniques dont le CETRE fait bien évidemment partie. Et nous travaillons aussi de concert avec les autres parties prenantes concernées dans la région. Ce que nous faisons, nous mettons en place des activités. Donc, nous mettons en place des ateliers nationaux et sous-régionaux sur des thématiques en particulier, les plans nationaux, par exemple. Nous délivrons des formations, qu'elles soient techniques ou plus législatives, on va dire, juridiques. Nous sommes capables de mettre en place aussi des activités, des exercices techniques, des exercices de déploiement. Et une des dernières activités très importantes, c'est la conférence régionale. Donc, tous les 2 ans, le projet organise une conférence régionale qui va rassembler en fait des représentants des gouvernements et de l'industrie de nos 22 pays. Donc, la conférence régionale est quand même, représente un petit peu le point de départ de la gestion en fait, du cycle de vie du projet GI WACAF. Donc la conférence, c'est ce que je disais, donc la conférence régionale est un peu le point de départ du cycle de vie du projet. Donc au cours de la conférence régionale, les représentants de nos pays sont regroupés et c'est l'occasion de partager les progrès de chaque pays en termes de préparation et de lutte, qu'ils soient faits avec le projet GI WACAF ou indépendamment. C'est l'occasion de partager toutes les bonnes pratiques, qu'elles viennent de l'industrie ou des pays et des gouvernements. Et puis c'est aussi l'occasion de redéfinir les priorités des pays, de la région, en termes de préparation et de lutte contre les déversements d'hydrocarbures. Il faut savoir qu'en amont de chaque conférence régionale,
Les pays sont invités à redéfinir, on va dire, un petit peu une fiche profil qui va un peu statuer de l'état de préparation du pays à la lutte anti-pollution. On leur demande aussi de définir un plan d'action qui va décrire leurs priorités en termes de préparation et de lutte pour les 2 années à venir. Le dernier jour de la conférence est dédié en fait à des échanges avec des représentants de chaque pays pour discuter de ces documents, de discuter de leurs priorités pour être sûr que nous les comprenions bien et éventuellement les réaffiner avec eux. Ces plans d'action fournis par les pays nous servent à établir le programme du projet et on essaye autant que possible que le programme de travail du projet soit en cohérence avec les besoins exprimés et définis par les pays. Donc après, on a un cycle de fonctionnement qui est relativement général et similaire à n'importe quel projet. Donc on a une phase d'initiation sur la base des recommandations de la conférence régionale, sur la base des plans d'action reçus par nos pays et sur la base de l'analyse de risque faite par le GIEA-WACAF qui a pour but de définir les pays prioritaires en termes d'accompagnement. Nous allons définir en fait les objectifs stratégiques du projet pour les 2 années à venir. De ces objectifs découle un programme de travail qui est bien évidemment validé par le comité de pilotage du projet GIEA-WACAF. Et après, voilà, on rentre en phase classique, c'est-à-dire que nous avons un programme, nous allons mettre en place les activités, nous allons suivre les progrès, nous allons ajuster le plan de travail en fonction des progrès réalisés et puis des aléas, parce que comme dans n'importe quel projet, il y a des aléas. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Un des points forts du projet de GIEA-WACAF, c'est qu'on a réussi à mettre en place des indicateurs pour justement être sûr que le projet avait quand même sa pertinence et avait une raison d'être. Donc, dès les premières années en fait, de la mise en place du projet, un certain nombre d'indicateurs de performance ont été mis en place et ils sont conformes au départ aux prescriptions de la Convention OPRC 90. Donc, c'était est-ce que le pays a bien désigné une autorité nationale pour prendre en charge les questions liées au déversement d'hydrocarbures? Est-ce que le pays a ratifié les conventions pertinentes de l'OMI? Est-ce que le pays a mis en place un plan national d'intervention d'urgence? Y a-t-il des accords régionaux, sous-régionaux en place pour favoriser la coopération? Est-ce que le pays arrive à mettre en place des exercices et des formations de façon régulière, c'est-à-dire à peu près une fois par an? Et est-ce que le pays a pu se doter ou est doté d'équipements et de ressources nécessaires pour une bonne lutte en cas de déversement? Petit à petit, l'évolution du projet a fait qu'il s'est avéré pertinent de regarder des indicateurs un petit peu plus qualitatifs et d'aller un petit peu plus dans le détail. Donc là, on est allé voir sur des documents plus spécifiques. Est-ce que les pays ont développé des cartes de sensibilité? Est-ce qu'il y a des plans de gestion de déchets? Est-ce qu'il y a une politique de dispersant qui est mise en place? Tout ça pour dire que si on regarde le premier graphique, entre le démarrage du projet en 2006 et aujourd'hui en 2022, il y a eu des progrès de fait dans la région, c'est certain. Notamment au niveau de la désignation des autorités nationales en charge et notamment au niveau du développement des plans nationaux d'intervention d'urgence, a priori en place dans la majorité de nos pays, même s'il reste encore un petit peu de travail. Par contre, le deuxième graphique nous montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qu'on a encore une marge de progression sur la région WACAF qui est assez importante et que donc du coup, le soutien qu'on apporte aujourd'hui garde toute cette pertinence. Chaque pays avance à son rythme, vous vous en doutez, 22 pays, des cultures différentes, un contexte géopolitique aussi spécifique à chaque pays. Donc chaque pays avance à son rythme, certains plus vite que d'autres, mais ça avance. Et pour nous, ça justifie de faire perdurer ce projet. Un des points forts aussi, c'est toute l'implication des différentes parties prenantes, à la fois nos points focaux du gouvernement, qui sont toujours très enthousiastes à l'idée de faire des activités avec le projet de GIEA-WACAF, l'industrie, qui est de plus en plus partie prenante dans les activités que nous mettons en place et qui sont aussi demandeurs d'interaction avec le projet GIEA-WACAF, et notre réseau de partenaires aussi techniques qui
qui montrent toujours une grande motivation à nous accompagner sur les différentes activités que l'on met en place. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour des exemples ? 4 minutes, alors j'en ferai qu'un seul. Je termine la journée en vous faisant voyager un petit peu, la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est un pays relativement petit, situé en Afrique de l'Ouest, limité au nord par le Sénégal et au sud et à l'est par la Guinée. Comme vous le pouvez voir sur la carte, donc il y a un plateau continental assez énorme, tout un système estuarien avec des entrées d'eau salée qui peuvent pénétrer jusqu'à 150 km à l'intérieur du territoire. Il y a toute une partie insulaire avec l'archipel des Bijagos, reconnu par l'UNESCO comme réserve de biosphère. Pas besoin d'en dire plus sur la fragilité de l'écosystème. Quasiment l'ensemble des activités socio-économiques du pays sont en lien avec la zone côtière. La Guinée-Bissau, c'est, je crois, 800 000 bateaux pétroliers qui passent par an. C'est des activités d'exploration-production qui arrivent cette année. Et le GEWACAF avait déjà fait 3 ateliers de sensibilisation à l'élaboration d'un plan national d'intervention d'urgence. Il y avait eu des efforts de fait, on a vu des progrès, mais jusqu'à l'année dernière, toujours pas de plan national. La Guinée-Bissau a donc décidé de prendre un petit peu le taureau par les cornes et de nous demander de l'aide pour dire, voilà, maintenant on n'a plus le choix, l'activité pétrolière et gazière arrive, on a besoin d'avoir un système national en place. Donc nous, de notre côté, on a revu un petit peu notre copie parce qu'on n'allait pas y retourner pour un 4e atelier. Et donc du coup, on a complètement repensé notre façon d'accompagner la Guinée-Bissau et on a essayé de faire quelque chose complètement sur mesure. Donc l'année dernière, déjà, on a fait toute une phase de cadrage à distance. Ce n'est pas toujours le plus évident, surtout avec des pays comme la Guinée-Bissau, où les connexions Internet sont parfois encore un petit peu compliquées. Donc on a d'abord établi un plan d'action. Après, la Guinée-Bissau, elle a mis en place les structures nécessaires pour développer son plan. Donc elle a mis en place un comité de pilotage interministériel et un comité technique. Nous les avons accompagnés pour élaborer les termes de référence pour recruter des consultants nationaux. De notre côté, nous avons pris en charge le recrutement d'un consultant international, lusophone, pour pouvoir accompagner la Guinée-Bissau. Et puis, on a fait le lancement officiel du projet. Donc, il y a eu un premier atelier en septembre dernier. Et donc, du coup, ça a été aussi l'occasion d'entamer des sessions de travail autour de des aspects stratégiques du plan national. En 2023, l'équipe technique nationale s'est plus concentrée sur les aspects opérationnels, sur le développement de la politique d'utilisation des dispersants et sur l'élaboration des cartes de sensibilité. Il y a eu un 2e atelier en février. Chaque atelier est composé de sessions plénières pour pouvoir former l'équipe nationale et de sessions de travail pour pouvoir discuter de points spécifiques sur lesquels le pays doit se positionner pour formaliser après le document qui est le plan national. Il y a eu un accompagnement soutenu de la Guinée-Bissau avec 2 ateliers, de nombreuses réunions à distance, du partage de documents, de la relecture, et on a fourni des contenus quand c'était nécessaire. Aujourd'hui, on estime que le plan est élaboré à 80%. Il reste tout un travail de finalisation et surtout après d'appropriation des documents par l'équipe nationale et le comité technique qui va devoir présenter le document au comité de pilotage qui sera en charge de la validation. Donc on espère que d'ici la fin de l'année, en tout cas c'est l'ambition de la Guinée-Bissau, elle sera dotée d'un plan national d'intervention d'urgence. Et en parallèle, ils ont aussi fait un effort considérable de ratification des conventions de l'OMI et de transposition de ces conventions dans le droit national. Et ce travail est en cours. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup.